Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre exposé qui est sur l'anesthésie en parodontologie. Tout d'abord, voilà, c'est notre plan de travail. On va entamer une petite introduction. On va voir aussi un petit rappel anatomique, un petit rappel physiologique. On va voir ensemble quels sont les produits anesthésiques qu'on va les utiliser pendant l'anesthésie. Aussi le matériel anesthésique, quelles sont les différentes techniques d'anesthésie, c'est-à-dire l'anesthésie locale ou bien tronculaire, quelles sont les nouvelles techniques d'anesthésie, quels sont les échecs de l'anesthésie, les complications d'anesthésie d'ordre local ou bien d'ordre général, et bien sûr une petite conclusion et à la fin la bibliographie. Voilà. C'est ça l'introduction. L'introduction, l'anesthésie, c'est la perte de la sensibilité douloureuse d'un territoire donné. Elle a pour le but de supprimer d'une manière transitoire et réversible de la sensibilité d'une région de l'organisme. C'est une véritable section physiologique de la conduction nerveuse. Elle peut être classée en anesthésie locale, c'est-à-dire elle va intéresser seulement une zone, elle est limitée, donc elle va cibler les terminaisons nerveuses seulement. La deuxième, c'est l'anesthésie loco-régionale ou bien tronculaire, qui va insensibiliser toute une région. La troisième, c'est l'anesthésie générale. C'est la perte totale de la conscience. Maintenant, on va passer vers les anesthésiques locaux. Par définition, ce sont des drogues. Ces drogues, ils vont interrompre la propagation de l'influx nerveux d'une manière réversible quand elles sont placées au contact des fibres nerveuses à concentration appropriée. Maintenant, on va voir le rappel anatomique. L'innervation de la face dépend essentiellement du nerf trigémaux, qui est la cinquième paire crânienne, qui est composée de deux racines, l'une qu'elle est sensitive et l'autre qu'elle est motrice. Ce nerf, qui est le nerf trigémaux, le 5, il va nous donner trois branches. Le premier, c'est le nerf ophtalmique, c'est le 5-1. Le deuxième, c'est le nerf maxillaire supérieur, c'est le 5-2. Ce dernier, il sort du crâne par le trou grand rond et traverse l'arrière-fond et la fosse ptérygomaxillaire. Il se divise en deux branches. Il y a les branches collatérales qui sont 4. Le premier rameau méningé et orbitaire. Le deuxième rameau zygomatique, qui est responsable de l'innervation de la région temporale et l'os zygomatique. Le troisième rameau alvéolaire supérieur, il y a les postérieurs et les moyens. Ils vont innerver, c'est-à-dire ils sont responsables de l'innervation des molaires et des prémolaires. Alors, les rameaux alvéolaires antérieurs, ils sont responsables de l'innervation du massif incisif ou canin. Et bien sûr, le quatrième, qui est le nerf sphinopalatin, il donne trois ramifications. Le premier, c'est le nerf nasopalatin. Le deuxième, c'est le palatin antérieur. Et le troisième, c'est le palatin moyen et postérieur. Voilà, dans ce schéma, il y a les quatre ramifications. Le premier, c'est le rameau méningé moyen. Comme vous voyez dans ce schéma, c'est le premier nerf. Le deuxième, c'est le rameau zygomatique ou bien orbitaire. Voilà, c'est ça la ramification. Troisième, ce sont les rameaux alvéolaires supérieurs. Dans les supérieurs, il y a trois. Il y a les postérieurs et les moyens. Ils sont responsables de l'innervation de la région molaire et prémolaire. Voilà, c'est ça la région ciblée par ce nerf. Alors,
l'antérieur, c'est-à-dire le nerf alvéolaire supérieur, responsable seulement de l'énervation incisive ou canin du massif facial. Alors maintenant, on va passer vers les branches terminales du nerf maxillaire supérieur, c'est le 5-2. On a 3. Il y a le nerf labial supérieur, il y a le nerf nasal et il y a le nerf palpébral. Maintenant, on va passer directement vers le nerf maxillaire inférieur 5-3 ou bien mandibulaire. C'est un nerf mixte qui est issu du crâne par le trou ovale et se divise en 2 troncs. L'un qui est antérieur, c'est-à-dire sensitive, et l'autre qui est postérieur, qui est mixte. Ce dernier se divise en 2 troncs. Le tronc antérieur, il comporte 3 nerfs. Le premier, c'est le nerf temporo-buccal. Il se divise en le nerf temporal antérieur et le nerf buccal. Ce dernier est responsable de l'innervation de la gencive et là, on regarde des molaires. Le deuxième, c'est le nerf temporo-masséterien et le troisième, c'est le nerf auriculo-temporal. Voilà, comme vous voyez dans ce schéma, il existe seulement 2 dans ce schéma, malheureusement. Voilà, c'est le nerf temporo-masséterien, comme il est indiqué, temporo-masséterien, c'est-à-dire il est composé par le nerf temporal et le nerf masséterien. Alors dans le deuxième, nerf temporo-buccal, c'est-à-dire le nerf temporal et le nerf buccal. Et le tronc postérieur, il est composé, ou bien il comporte, premièrement, le nerf alvéolaire inférieur, qui est responsable de l'innervation de l'hémimandibulaire, qui est l'os, les dents et le dysmédonte. Il chemine à la face interne de la branche montante de la mandibule et pénètre dans le canal dentaire à travers l'épine de Spix, qui émerge au niveau du trou montagnier. Il se divise en 2 branches terminales. Il y a le nerf montagneux, qui est responsable de l'innervation de la gencive, les lèvres inférieures et le menton. Il y a le deuxième, c'est le nerf incisif, qui est responsable de l'innervation des incisives et des canines inférieures. Et bien sûr, il y a le troisième, qui est le nerf lingual, qui est responsable de l'innervation les 2 tiers antérieurs de la langue et une partie du plancher buccal. Voilà, c'est ça, c'est un schéma qui exprime les différentes innervations. Mais là, qui nous intéresse, c'est le nerf alvéolaire dentaire inférieur et le nerf lingual. Maintenant, on passe directement vers le rappel physiologique. La conduction nerveuse, les bases électrophysiologiques de la genèse du potentiel d'action. Voilà, comme vous voyez dans ce schéma, c'est un schéma qui exprime les couches biphospholipédiques. Et là, comme vous voyez, c'est la protéine. C'est le canal sodique responsable de faire passer les ions sodium de part et d'autre de la membrane. Maintenant, l'axone est formé de 2 couches de phospholipidiques renfermant des protéines dont certains, entre elles, forment des canaux, voilà, comme je disais tout à l'heure, par lesquels passent des flux ioniques. Spécialement, c'est le ion de sodium. À noter que le canal sodique transporte 12 fois plus l'ion sodium que l'ion potassium. Et les flux sont déterminés par les différences de charge et de concentration de part et d'autre de la membrane de la cellule nerveuse. Maintenant, au repos, le potentiel de repos à peu près est moins 60 à moins 90 mV entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. C'est la différence de potentiel, le DDP. Alors, pendant la dipolarisation d'un nerf, modifiant ainsi le potentiel de repos, c'est-à-dire il va se changer, qui devient moins négative, donc elle va diminuer.
de moins 90 mV à moins 50 mV. Maintenant, on va passer directement vers le mécanisme d'action, c'est-à-dire le blocage du canal sodique par le produit anesthésique. Ce produit anesthésique, il se comporte sous forme base faible, c'est-à-dire il existe les deux formes, la forme ionisée et la forme non ionisée. La forme ionisée, qui sont les bases faibles, on les symbolise par le B. Alors la forme ionisée, ce sont les cations qui sont chargés positivement, les BH+. L'équilibre entre ces deux formes, c'est-à-dire la forme ionisée et la forme non ionisée, il est déterminé principalement par le pH de tissu de la cellule nerveuse et le pK, c'est une constante paramètre, c'est une constante, c'est-à-dire elle est fixe, ne change pas. Lorsque le pH et le pK ont la même valeur, c'est-à-dire les deux ils sont égaux, la forme B et le BH+ existent en solution dans des proportions similaires. Donc, la base libre, c'est-à-dire la forme non ionisée, elle va pénétrer plus facilement. Donc, elle va donner au produit anesthésique la capacité de traverser la membrane grâce à cette propriété, c'est-à-dire l'hyposolubilité. Donc, elle va passer à travers la couche lipidique. Donc, elle va pénétrer facilement. Par contre, la forme ionisée de produit anesthésique, elle va lui donner la capacité de se fixer au récepteur, donc elle va entraîner ce blocage de la conduction. Donc voilà, c'est ça le mécanisme exact de blocage de canal sodique. Et donc ce blocage réduit la perméabilité du canal sodique à l'ion de sodium, le sodium, et donc il va entraîner une réduction du courant de la dipolarisation, d'où un blocage de l'influx nerveux. Maintenant, on passe directement vers le produit anesthésique. La composition de produits anesthésiques. Un produit anesthésique, il est composé par trois constituants. Premièrement, la molécule d'anesthésique locale. Deuxièmement, le vasoconstricteur. Et troisièmement, le conservateur, donc comme il est indiqué, c'est-à-dire il va conserver notre produit d'anesthésique qui sont soit à base sulfite ou bien à base para-hydroxybenzoate. Maintenant, la molécule d'anesthésique locale, par définition, ce sont des drogues qui ont la propriété de couper d'une manière réversible la propagation ou bien la transmission de l'influx nerveux. Les anesthésiques qui sont utilisés sont des produits, comme je disais tout à l'heure, à base faible. Ils sont divisés en deux familles ou bien en deux groupes. La première famille, ou bien le premier groupe, c'est amino-amide. Alors le deuxième, c'est amino-ester. Maintenant, la structure. Comme vous voyez dans ce schéma, la structure, il y a une structure à peu près elle est similaire. Parce que le produit anesthésique en général, il est composé par trois parties. Premièrement, il y a un pôle, ou bien le noyau aromatique qui représente le pôle lipophile. Ce pôle, il est responsable de la liposolubilité, c'est-à-dire le produit anesthésique, il va lui donner la capacité d'être liposoluble. Et donc est responsable de pouvoir anesthésiant. Alors le deuxième pôle, c'est le pôle hydrophile. C'est le groupement aminé. Il va donner au produit anesthésique la capacité d'être hydrosoluble. Donc elle va se dissoudre dans les solutions aqueuses. Et donc il va augmenter la diffusion et donc il va lui donner la rapidité d'action. Alors la chaîne intermédiaire, son rôle, eh bien, elle va influencer la puissance de blocage. Je vous donne un exemple. Les produits, par exemple, anesthésiques à fonction ester.
il se dégrade rapidement par les enzymes plasmatiques. Donc il y aura une action très courte. Donc la puissance de blocage ou bien de l'anesthésie, elle va être moins importante. La deuxième propriété, la solubilité dans les lipides, c'est-à-dire la chaîne intermédiaire responsable de ce caractère. La troisième, la capacité de liaison avec les protéines. Je vous cite toujours le même exemple, c'est que les produits anesthésiques à fonction ester présentent une liaison ester fragile parce qu'elle se dégrade, donc fragile, c'est-à-dire il ne possède pas cette liaison assez forte avec les protéines. Quatrièmement, c'est la toxicité. Parce qu'il y a les produits anesthésiques à fonction ester, ils vont libérer pendant leur dégradation une substance qui est l'acide para-amino-benzoïque qui est allergisant. Là, comme vous voyez, c'est le produit à base ester. C'est-à-dire la différence entre les deux, c'est seulement au niveau de la chaîne intermédiaire. Donc, un produit anesthésique à base ester possède une chaîne intermédiaire qui est la liaison ester. Je vous cite un exemple, procaïne. Alors, le deuxième type qui est à base amide, c'est la différence entre les deux, comme vous voyez, c'est la chaîne intermédiaire. Donc là, elle va être remplacée par une liaison amide. Je vous cite un exemple comme la lidocaïne, hexalocaïne, etc. Maintenant, on va passer vers les caractéristiques physico-chimiques. Premier caractère, c'est la liposolubilité. Plus un composé, ou bien lorsqu'un produit anesthésique possède une liposolubilité assez forte, assez importante, il va être plus puissant. Et donc la durée d'action, elle va être importante. Alors, la liaison aux protéines, plus votre produit anesthésique possède une liaison assez importante, plus la durée aussi d'action, elle va être longue. Alors le pKa, c'est une constante stable qui ne varie pas, ne change pas, influence seulement sur la proportion des molécules ionisées et non ionisées, comme je disais avant, parce que elle va influencer sur les molécules ionisées et non ionisées. Les anesthésiques locaux sont des bases faibles. Le pKa, donc, il est compris entre 7,8 et 8,9. Donc, elle est basique. Maintenant, on va voir quelles sont les propriétés idéales d'un produit anesthésique. Avoir une sélectivité confinée au tissu nerveux. Avoir une action réversible. Bonne tolérance, une faible toxicité systémique, bonne diffusion, pouvoir anesthésique suffisant, stable en solution, facilement métabolisé, être compatible avec les substances vasoconstrictrices et être aussi stérilisable sans se décomposer. Maintenant, la classification des anesthésiques locaux. Il y a les produits d'anesthésique à fonction ester. À fonction ester, il y a premièrement, je vais vous parler sur la procaïne, ou bien on l'appelle aussi novocaïne. Elle a une courte durée d'action, elle est vasodilatatrice, elle est allergisante, elle est utilisée en cas de contre-indication aux produits à fonction amide. Par contre, la chloroprocaïne, elle est hydrolysée 4 fois plus rapidement que la procaïne. Elle est moins toxique. Et troisièmement, la tétracaïne. Elle a une action plus lente et plus puissante que la procaïne. Maintenant, on va passer vers les produits anesthésiques à fonction amide. Les amides ont un métabolisme plus lent au niveau hépatique et une élimination rénale. On peut citer la lidocaïne qui est le plus utilisée. C'est un des anesthésiques les plus employés en odontostomatologie. Son métabolisme est essentiellement hépatique.
C'est une substance toxique à la suite d'un passage dans la circulation sanguine. Elle peut être utilisée comme anesthésique de surface ou par infiltration. Le deuxième type de produit anesthésique à fonction amide, je vous cite la prélocaïne. On l'appelle aussi cétaneste. Elle a une durée d'action plus longue que la lidocaïne. Et elle a un métabolisme rapide, donc une toxicité diminuée. Maintenant, l'étidocaïne, on l'appelle aussi duraneste. Elle est 3 fois plus puissante que la lidocaïne avec un délai d'action court. Maintenant, l'amlin. Elle est utilisée pour les applications surtout locales pour les enfants. C'est un mélange de prélocarpine et lidocaïne. Maintenant, on passe vers les agents vasoconstricteurs. Un vasoconstricteur est présent pour limiter l'action de l'anesthésie locale sur sa cible. Les catécholamines, comme l'adrénaline et la noradrénaline, sont utilisées en odontostomatologie. Parmi aussi les propriétés, le rôle d'un vasoconstricteur, c'est pour diminuer de la résorption systémique et la prolongation de la durée d'action de l'anesthésie, l'augmentation d'efficacité de l'anesthésie et dernièrement, c'est la diminution de l'hémorragie. Maintenant, quelques inconvénients tachycardisants, c'est-à-dire qui augmentent le battement du cœur. Hyperglycémiant, c'est-à-dire augmente la glycémie. Hypertensif, un bronchodilatateur, provoque la contraction des fibres de l'utérus, provoque la mydriase, c'est-à-dire la dilatation de la pupille, diminue le péristaltisme intestinal et augmente le péristaltisme buccal. Maintenant, on passe directement vers les conservateurs. Comme vous voyez là, on a 3 types. Il y a les parabens, il y a le EDTA, il y a les sulfites, dont l'objectif c'est la conservation de produits anesthésiques. En commençant premièrement par les parabens. Par définition, ce sont des esters de l'acide para-hydroxybenzoïque et sont des bactériostatiques, c'est-à-dire ils vont arrêter la prolifération des bactéries, et des antifongiques, c'est-à-dire ils vont détruire les champignons ou bien ils vont les empêcher pendant leur développement. Le deuxième type des conservateurs, on a le DTA, c'est-à-dire l'acide éthylène diamine tétracétique, utilisé comme un antioxydant, c'est-à-dire il va empêcher ou bien bloquer les réactions d'oxydation qui est due aux ultraviolets. Troisième type, ce sont les sulfites. Ce sont des sels de l'anhydride sulfureux, on le symbolise par le SO2. Ils servent de conserver avec des propriétés antioxydantes. Ils sont présents dans de nombreux produits alimentaires aussi. Maintenant, on va passer vers le matériel anesthésique. Premièrement, les seringues. On a les seringues en plastique. Elle est étanche, transparente, à usage unique. Deuxièmement, la seringue métallique. Elle est actuellement abandonnée pour son étanchéité imparfaite. Alors, la seringue en verre utilisée pour les anesthésies tronculaires, car elle permet le manœuvre d'aspiration. Elle est stérilisable avec la chaleur sèche. Et dernièrement, la seringue à carpule ou cartouche. Elle est stérilisable, étanche et facilement utilisée. L'handicap de l'aspiration est surmonté par l'apparition des seringues qui sont dotées par un dispositif d'aspiration.
Maintenant, on passe vers les aiguilles. Ce sont des objets métalliques, jetables ou bien stérilisables. Il y a deux types. Il y a les aiguilles bipointes, qui existent avec des diamètres et des longueurs différentes, mais tout dépend le type d'anesthésie. Par exemple, les diamètres qui sont de 4 sur 10 mm et de 16 mm de longueur, ils sont utilisés pour l'anesthésie para-apicale. Alors le deuxième type, ce sont des aiguilles en verre. Elles sont stérilisables, utilisées en anesthésie tronculaire, avec un diamètre de 8 sur 10 mm et de 6 cm de longueur. Maintenant, les carpules et ou bien les cartouches. On trouve sur les carpules le nom de la molécule, c'est-à-dire le nom de produit anesthésique, avec sa concentration. Et on trouve aussi la date de utilisée avant, c'est-à-dire la date d'expiration. Quatrièmement, le matériel accessoire. Il est représenté par les dispositifs pour la neutralisation des aiguilles contaminées, aussi les réchauffeurs de carpules. Maintenant, les techniques d'anesthésie. L'anesthésie locale. L'anesthésie locale se fait à un endroit précis où l'on doit intervenir. Elle agit directement sur les terminaisons nerveuses. Elle peut être faite par contact ou par infiltration. L'agent anesthésique porte sur un territoire limité et agit sur les rameaux terminaux des nerfs dentaires. Cette anesthésie permet une insensibilité limitée à quelques dents et intéresse la gencive, le ligament et la pulpe. Les différentes sensations disparaissent dans l'ordre suivant: la douleur, ou bien la sensation à la température, ou bien tactile. Maintenant, on passe vers les techniques d'anesthésie locale. Il y a l'anesthésie de contact ou bien de surface, obtenue par la réfrigération, par pulvérisation, par attouchement ou bien par tamponnement. Maintenant, elle détermine une sensibilité de courte durée. Les produits peuvent être utilisés sous forme de crèmes, ou bien des gels, ou bien des sprays. Elle est indiquée en paroi pour le détartrage. Maintenant, le deuxième type, c'est l'anesthésie par infiltration. Il y a l'anesthésie para-apicale, il y a l'anesthésie intraligamentaire et il y a l'anesthésie intraseptale. Commençons premièrement par l'anesthésie de surface. L'anesthésie par réfrigération, le principe, elle consiste à utiliser la production d'un froid intense par l'évaporation d'une substance très volatile sur une zone muqueuse ou bien cutanée très limitée. Voilà, il est en train d'utiliser un produit qui est volatile, qui va produire la diminution de la température, donc il va aboutir à son objectif. Deuxième type, c'est l'anesthésie par attouchement. Elle fait à l'aide d'une boulette de coton imprégnée d'une solution anesthésique sur la muqueuse asséchée préalablement. Voilà, c'est un schéma qui montre la technique exacte. Troisièmement, l'anesthésie par tamponnement. Elle est utilisée pour réaliser une anesthésie régionale par voie nasale par l'utilisation d'une mèche de coton imbibé. Quatrièmement, l'anesthésie par pulvérisation. Elle est utilisée au moyen d'un pulvérisateur permettant de projeter en fines gouttelettes la solution anesthésique sur la muqueuse.
L'indication. Cette technique elle est indiquée pour l'incision d'un abcès superficiel ou bien pour un simple détartrage, pour les pré-anesthésiques ou bien la suppression du réflexe nauséeux. Maintenant, l'anesthésie par infiltration. Cette technique, elle consiste à poser ou bien déposer la solution analgésique au niveau des tables externes et internes au voisinage des apex dentaires. La durée d'action elle est à peu près d'une heure à 90 minutes. Elle insensibilise la gencive, l'os alvéolaire, le desmodonte et la peau. Voilà, comme vous voyez dans ce schéma, l'orientation de l'aiguille à 45 degrés par rapport à l'axe de la dent. Il va déposer le produit anesthésique au niveau le fond de vestibule à peu près en regard de l'apex. Là, le schéma, c'est-à-dire il montre à peu près la quantité. Par exemple, 3/4 de cartouche au niveau vestibulaire et 1/4 au niveau palatin bien lingual, ça dépend de la position de la dent. L'anesthésie intraligamentaire. Elle débute par une anesthésie de la gencive marginale, puis l'aiguille s'infiltre dans le ligament de la dent, d'environ de 3 à 4 mm parallèle à la dent, souvent utilisé comme complément d'anesthésie. Voilà, l'orientation, elle est parallèle par rapport à la dent, comme vous voyez dans ce schéma. Dans les deux schémas, l'aiguille elle est parallèle par rapport à la dent. Maintenant, l'anesthésie intra-osseuse. L'injection est effectuée directement dans l'os. Nécessite une anesthésie sous-muqueuse avant. Avec l'utilisation d'une aiguille courte et rigide parce qu'on va anesthésier et on va perforer l'os. Donc, elle doit être rigide pour résister à cette pression. Voilà, c'est un schéma qui montre. Comme vous voyez, l'aiguille elle est orientée d'une façon perpendiculaire par rapport à la muqueuse. Elle doit être courte et rigide pour qu'on puisse d'exercer cette pression. Sinon, l'aiguille ne va pas résister. Maintenant, quatrièmement, l'anesthésie intraseptale. L'anesthésie complémentaire, réalisée au niveau le septum interdentaire. L'orientation de l'aiguille elle est à peu près de 90 degrés par rapport au plan muqueux des papilles interdentaires, mésial ou bien distal de la dent. L'aiguille doit être très courte et rigide. On doit avoir une certaine de pression lors de l'injection. Voilà aussi, c'est un schéma qui montre la technique exacte. Maintenant, les anesthésiques locaux régionaux ou bien tronculaires. Au niveau le maxillaire supérieur, on va voir 4 types d'anesthésie. Premièrement, l'anesthésie du nerf dentaire antéro-supérieur. Deuxième type, l'anesthésie du nerf nasopalatin. Troisièmement, l'anesthésie du nerf supérieur-postérieur. Et quatrièmement, l'anesthésie du nerf palatin postérieur. Au niveau de la mandibule, il y a 2 types. Il y a l'anesthésie du nerf dentaire inférieur au niveau de l'épine de Spix et il y a l'anesthésie du nerf montanien. En commençant premièrement par le maxillaire supérieur. L'anesthésie du nerf dentaire antérieur et supérieur qui se fait au niveau le trou sous-orbitaire. Elle consiste à technique elle est indiquée pour la chirurgie au niveau du bloc incisif ou canin homolatéral, c'est-à-dire d'une seule côté, gauche ou bien droite. Elle peut être réalisée par voie cutanée, c'est-à-dire exobuccale ou bien endobuccale. La technique, elle consiste à repérer le bord inférieur de l'orbite. Bien sûr, le praticien elle va le palper par l'index et va descendre à peu près 1 cm au-dessus du rebord orbitaire. Voilà, comme vous voyez dans ce schéma, elle va repérer le point d'injection qui se situe à peu près au-dessous
de rebord inférieur d'1 cm. Et la main gauche de praticien, toujours, elle consiste d'écarter les tissus mous. Là, c'est la lèvre supérieure. Voilà, c'est ça le repère, où il va à peu près injecter. L'index est maintenu à ce niveau pendant que la lèvre supérieure elle est soulevée par le pouce. Voilà, le pouce il consiste à écarter la lèvre supérieure. Alors l'index il va repérer le point sous-orbitaire. La seringue, maintenant l'orientation, elle est tenue dans l'autre main, c'est-à-dire droite, et l'aiguille est introduite dans le vestibule, juste au-dessus de la canine. L'aiguille est doucement poussée, près du rebord osseux, vers le bout de l'index. L'aspiration, elle est toujours 1 ml de la solution et alors injectée. Voilà, c'est l'injection de produits anesthésiques au niveau le fond de vestibule en regard d'apex des canines. C'est à peu près la situation de ce trou. Voilà, comme vous voyez là, c'est l'orientation de l'aiguille. Elle est oblique, 1 cm au-dessous de l'orbite. Voilà l'orbite, 1 cm au-dessous, il va faire l'injection. Là, c'est l'énervation ou bien l'insensibilisation par cette technique est mis bien sûr au mot latéral, c'est-à-dire gauche ou bien droite. Maintenant, l'anesthésie du nerf nasopalatin qui s'effectue au niveau le trou palatin antérieur. Cette technique elle est indiquée pour la région incisivo-canine de la voûte palatine. Voilà, c'est à peu près la position de ce trou qui est le trou palatin antérieur. Cette technique, l'orientation de l'aiguille elle est enfoncée au niveau de la papille rétro-incisif. Voilà, c'est ça la papille rétro-incisif. L'orientation de l'aiguille à peu près, elle est vers le haut et vers l'arrière. Donc, et l'injection d'une demi-carpule, elle est suffisante. Voilà, le schéma explique l'insensibilisation par cette technique, avec l'orientation de l'aiguille, vers le haut et vers l'arrière. Maintenant, l'anesthésie du nerf supérieur-postérieur, c'est-à-dire c'est au niveau la région rétro-tubérositaire. Cette technique elle est indiquée pour anesthésier les 3 molaires maxillaires, mais à l'exception de la racine médiale de la première molaire. Pendant cette technique, le patient se trouve en position allongée, c'est-à-dire en décubitus dorsal. La bouche entre ouverte, bien sûr, et l'aiguille pénètre au niveau le fond de vestibule, avec une orientation, elle est enfoncée bien sûr obliquement vers le haut, vers l'arrière et en dedans, à peu près c'est au niveau de la racine distale de la deuxième molaire, parce qu'elle représente à peu près le centre de cette région. Et bien sûr le contact osseux, toujours on doit le garder, et sur une distance moyenne de 1,1 cm. Après une aspiration, pour vérifier, pour assurer qu'on n'a pas dans un vaisseau, ou bien on a injecté un vaisseau, on fait l'injection d'une carpule de produit anesthésique. La durée d'action, à peu près, elle est 1 heure à 90 minutes. Voilà, c'est la position, ou bien l'orientation de l'aiguille, comme vous voyez. Le praticien, toujours, il écarte avec la main gauche les tissus mous qui sont la lèvre et la joue, et l'orientation, il va saisir avec la main droite l'aiguille avec l'orientation vers le haut, vers l'arrière et vers à l'intérieur, au niveau à peu près de la racine distale de la molaire, de la deuxième molaire. Voilà, c'est ça l'orientation de l'aiguille. Et cette région, toute cette région, elle est insensibilisée par cette technique. Maintenant, l'anesthésie du nerf palatin postérieur, qui s'effectue au niveau le trou palatin postérieur. Cette technique elle est indiquée pour anesthésier les mi-voûtes, c'est-à-dire la moitié de la voûte palatine mais postérieure. Il faut introduire l'aiguille de 0,5
à 1 cm au-dessus, c'est-à-dire à peu près, c'est à ce niveau, c'est 0,5 à 1 cm au-dessus de la marge gingivale de la deuxième molaire, avec un angle droit, c'est-à-dire perpendiculaire par rapport à la muqueuse de la deuxième molaire supérieure. Bien sûr, la muqueuse palatine. Voilà, c'est l'orientation de l'aiguille, à peu près. C'est au niveau de, ou bien on regarde la deuxième molaire. Là, c'est l'énervation, ou bien les rameaux et l'énervation qui sont données par ce nerf, qui est le nerf palatin postérieur. Et voilà, c'est ça le trou qui se situe au niveau de la deuxième molaire. Maintenant, au niveau le maxillaire inférieur, on a deux. Il y a l'anesthésie du nerf dentaire inférieur au niveau de l'épine de Spix. Cette technique, elle consiste de déposer 2 centilitres de solution anesthésique au niveau de la région de l'épine de Spix. L'anesthésie est obtenue en quelques minutes et peut durer plus d'une heure et demie. Elle permet d'anesthésier le nerf lingual et le nerf dentaire inférieur. Maintenant, on va passer vers la technique directe. La bouche du patient grande ouverte assurait une bonne visibilité, donc comme vous voyez dans ce schéma des repères anatomiques. Palpez le bord antérieur de la branche montante de la mandibule au niveau de l'échancrure coronoïde et faire glisser le doigt dans une direction postérieure et interne jusqu'à la palpation d'un bord osseux correspond à la crête oblique interne, c'est la crête temporale. Maintenant, insérez l'aiguille au niveau des tissus mous dans les dépressions ptérygo-temporales, s'assurer que le corps de la seringue repose sur les canines contralatérales. Insérez l'aiguille jusqu'à le contact osseux, puis retirez d'1 mm. La profondeur de l'insertion doit être environ 25 mm chez un adulte de taille moyenne. Bien sûr, aspirez et injectez le contenu complet de la seringue. Maintenant, on va passer vers la technique indirecte. On l'appelle aussi, ou bien on le fait dans 3 temps. Premièrement, le premier temps consiste à quoi? L'aiguille introduite à 8 à 10 mm au-dessus de plan d'occlusion. Voilà, c'est ça le plan d'occlusion. De 8 à 10 mm, c'est-à-dire à peu près c'est 1 cm au-dessus de plan d'occlusion jusqu'à le contact osseux. Donc on va injecter à peu près à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, le déplacement horizontal, c'est-à-dire premièrement je dois injecter entre les deux bords et dans un deuxième temps je vais déplacer l'aiguille horizontalement pour un glissement interne de la seringue. Et dans un troisième temps, on enfonce progressivement l'aiguille tout au long de la face interne de la branche montante et en changeant son orientation vers la région de la canine opposée. Donc premièrement, je vais injecter entre les deux rebords antéro-externe et antéro-interne et par la suite je vais faire un petit glissement interne. C'est pour que j'assure que l'aiguille est dans la face interne, c'est-à-dire elle est en regard de l'épine de Spix, et dans le troisième temps, je vais glisser ou bien je vais changer carrément l'orientation de l'aiguille vers le côté opposé et je vais faire l'injection. Maintenant, l'anesthésie du nerf lingual. C'est une anesthésie complémentaire. Elle est réalisée par l'introduction de l'aiguille juste au-dessous de la muqueuse du côté lingual de la prémolaire. Une solution
d'environ 0,5 ml et alors injecter. Il faudra faire attention de ne pas déchirer les vaisseaux sanguins de cette région. Mais généralement, cette technique, elle est aussi, le nerf lingual, il est anesthésié pendant l'anesthésie du nerf dentaire inférieur. Donc c'est pour ça on a dit l'anesthésie, c'est une anesthésie complémentaire. Maintenant, l'anesthésie du nerf dentaire inférieur au trou montagnier, indiquée pour anesthésier les dents depuis l'incisif central jusqu'à la première prémolaire mandibulaire. Mais la plupart du temps, la seconde prémolaire mandibulaire est anesthésiée aussi. Le trou montagnier, il est situé à peu près au niveau de l'apex de la première prémolaire ou entre les apex des deux prémolaires. Voilà, c'est un schéma qui vous montre les dents et les structures qui sont anesthésiées par cette technique. Voilà, c'est la diffusion de produits anesthésiques. Maintenant, l'anesthésie du nerf buccal. Le nerf buccal peut être anesthésié par l'infiltration. La muqueuse est piquée juste au-dessus de vestibule près de la troisième molaire. Nouvelle technique d'anesthésie. Maintenant, l'anesthésie dentaire électronique par définition. C'est une méthode non invasive basée sur l'envoi des petites impulsions électroniques transcutanées créant une différence de potentiel, le DDP, au niveau du trajet nerveux, entraînant un blocage de l'influx sensitif. Voilà, c'est un schéma qui explique la technique, cette technique électronique. Maintenant, le principe. Le principe de cette technique, il repose sur la stimulation électronique des fibres bêta qui propagent l'influx plus rapidement que les delta, ce qui va avoir pour effet de bloquer les récepteurs de la transmission douloureuse aux étages supérieurs corticaux. Maintenant, la technique, elle consiste à fixer un cordon noir en regard d'un des points d'émergence de trigémie. La fixation verte sera placée en regard de la dent à traiter. Les électrodes seront placées sur la peau du malade. Maintenant, la deuxième technique, par l'ordinateur, utilisée pour n'importe quelle anesthésie, il offre une anesthésie confortable, rapide, avec une quantité minimale de produits injectés. Maintenant, l'échec de l'anesthésie. Les causes anatomiques. Il s'agit le plus souvent d'une connaissance imprécise de l'anatomie par le praticien. Une injection à distance du nerf dans un muscle ou contre une aponevrose qui va retenir la solution. Deuxième échec de l'anesthésie, c'est la sensibilité individuelle. Elle a été montrée par l'expérience de Hilding en 1946 sur les variations de réponse à l'acte anesthésique entre les différents patients qu'il existe des variations parfois importantes. Ainsi, il remarque principalement que le temps d'analgésie peut varier de quelques minutes à plus d'une heure. Maintenant, le peur et l'anxiété du patient vis-à-vis des soins. Quatrièmement, les erreurs de procédure. On a trois. Il y a l'injection intravasculaire, il y a la deuxième, l'injection intramusculaire, il y a aussi l'injection dans une région infectée. On commence premièrement par l'injection intravasculaire. L'injection, si toute ou une partie de la dose a été injectée dans le lit vasculaire, il n'y aura que
peu ou pas d'effet d'anesthésique. Maintenant la deuxième, c'est-à-dire l'injection intramusculaire, dont l'anesthésie par infiltration, le bout de l'aiguille, doit être ou bien doit se trouver près de l'apex dentaire, ou bien près que possible de la surface osseuse. L'injection de la solution à une distance plus grande de la zone désirée au niveau d'un muscle et va diminuer significativement les effets anesthésiques. Maintenant, troisièmement, l'injection dans une région infectée. On doit éviter de pratiquer des injections dans ces cas-là, car l'infection peut alors se diffuser. Le pH dans une zone infectée a tendance à être bas et les solutions anesthésiques sont moins efficaces dans des endroits à pH faible. Donc on doit les éviter. Maintenant, on va passer vers les complications d'ordre général. Lorsqu'une anesthésie locale est correctement faite, les effets secondaires et les complications sont très rares. Malgré leur rareté, le praticien doit être au courant à la fois des complications possibles et leur traitement. Donc les complications d'ordre général, on a des complications psychologiques, des complications toxiques, des complications allergiques et des complications d'ordre des interactions médicamenteuses. Maintenant, les complications locales, il y a par exemple l'injection d'un volume trop important, ou bien le trismus, ou bien une injection trop rapide, l'injection dans une zone infectée, comme on a parlé tout à l'heure, le saignement au point d'injection, ou bien une lésion carrément d'un nerf, une paralysie faciale, une lésion d'une veine ou bien d'une artère, l'aiguille qu'elle est contaminée, ou bien lésion du périaste. Les fautes techniques. Les fautes techniques, par exemple, on a une injection qu'elle est trop basse ou bien trop antérieure, peut entraîner une anesthésie de la langue, ou bien une injection trop postérieure ou bien trop profonde peut aboutir à une hémiparalysie faciale. Une injection trop interne peut nous donner un trismus. Et une injection intravasculaire aussi, elle peut aboutir à un hématome. Maintenant, enfin, c'est la conclusion. L'anesthésie, elle est considérée comme une étape indispensable de la réalisation d'un grand nombre d'actes. Donc, la connaissance des trajets nerveux principaux, et c'est un facteur déterminant pour réussir dans les meilleures conditions une anesthésie locale et loco-régionale. Voilà, c'est ça la bibliographie. Et merci pour votre attention.